Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur mobiliser les financements français et européens pour vos projets innovants. Je vous propose de patienter quelques petites secondes à nouveau pour laisser le temps aux participants inscrits de se connecter. En attendant, nous allons vous présenter une slide sur nos prochains événements. Donc, les slides vous seront communiqués par mail à l'issue du webinaire. Il vous suffira de cliquer sur la vignette de chaque événement pour avoir le programme détaillé sur notre site web. Vous pourrez également avoir accès au replay sur notre site web en cliquant sur la petite flèche des replays qui est sur cette page. Nous patientons encore quelques petites secondes. Donc, merci aux nouveaux arrivés. Nous sommes donc ensemble pour 2 heures avant de démarrer ce webinaire donc sur les financements français et européens pour les projets innovants. Nous vous proposons un petit rappel de nos modalités techniques. Pour le confort de tous, les micros et les caméras des participants sont coupés. Gérard, si tu peux me passer la slide suivante, merci. Nous vous invitons à poser vos questions via le tableau de bord dans le module questions. Donc, nous traiterons les questions à la fin de chaque session. Gérard, nous n'avons plus les slides. Je continue pour vous présenter donc les supports, les slides et le lien vers le replay vous seront communiqués par mail à l'issue du webinaire d'ici la fin de journée. Nous vous inviterons également à la fin du webinaire à répondre à une enquête de satisfaction qui s'affichera sous votre écran. Donc, merci par avance de votre retour, de prendre le temps de nous faire ce retour. Donc, pendant ces 2 heures, nous vous présenterons les dispositifs de financement nationaux et régionaux. Donc, présentation faite par Gérard Martinez, directeur innovation du pôle SCS. Nous avons la chance d'accueillir également 2 personnes de BPI que je vous citerai au moment de la présentation. Donc, nous avons notamment Noël Marcignac qui se présentera de l'ANSSI, ainsi que Megan Goma Linguissi, j'espère que je n'écorche pas le nom, de BPI France, pour nous décrypter l'appel à projet soutien aux PME et start-up pour renforcer leurs compétences dans le domaine de la cybersécurité. Et nous finirons également par une présentation par Marielle Campanella, responsable projet européen, donc panorama des appels à projets européens et également Horizon Europe. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous laisse entre les mains de Gérard pour débuter. Bonjour à tous, merci Nadira pour le relais. Juste m'assurer, on est OK sur l'écran, hein, tout va bien. Tout fonctionne bien. Parfait. Donc, pour un peu plus de fluidité, je vais désactiver aussi ma caméra, comme ça on pourra se concentrer bien sur les slides. Donc, bien, merci pour votre présence. Donc, l'objectif de ces sessions, qui sont des sessions trimestrielles, c'est de vous faire un panorama assez on va dire, synthétique des appels à projets. Alors, je le rappellerai, mais tout n'est pas exhaustif, puisqu'il y a pas mal d'appels à projets qui sont dans la temporalité et qui ne sont pas nécessairement visibles au moment où on fait ces webinaires. Et puis, on fera un focus sur un appel à projet cyber, donc soutien aux PME et start-up dans le domaine de la cybersécurité. Donc, merci à la BPI et à l'ANSSI pour leur présence et leur explication sur cet appel à projet de stratégie. Donc, tout d'abord, peut-être quelques généralités et des rappels. Hein. Donc, tout ce qui est lié aux appels à projet, aujourd'hui, c'est sous une dénomination France 2030. Et dans France 2030, il y a le volet des appels à projets. Pour rappel, hein, donc, les appels à projets, donc France 2030, sont de plusieurs natures. Donc, il y a ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc, ce sont des appels à projets qui sont liés à des secteurs stratégiques bien identifiés, qui ne sont pas nécessairement récurrents donc, et qui ont des thématiques qui varient dans le temps. Et puis, il y a l'innovation structurelle qui est beaucoup plus générique, qui est un soutien à la R&D, à l'innovation, mais pas nécessairement sectoriel, et qui est issu donc de financements qui étaient
précédemment sous l'appellation PIA, PIA 1, 2, 3 et 4. Il y a bien entendu un volet industrialisation dont vous entendez souvent parler, du moins dans les médias. Et donc, c'est vraiment un support et un soutien des filières dans l'industrialisation, très orienté compétitivité et technologie d'avenir. Pour rappel, donc, le France 2030, c'est un programme global de 54 milliards qui a démarré en 2021 pour 5 ans et qui, à fin 2023, a déjà engagé près de 30 milliards d'euros pour à peu près 3 650 projets. Donc, bien entendu, c'est fin 2023, donc il y aura très prochainement une revue sur l'ensemble de l'année 2020. Je vous ai parlé de stratégie nationale d'accélération, donc l'objectif, c'est pas nécessairement de les couvrir toutes ou de les couvrir même, c'est plutôt de mettre en évidence la pertinence donc, des appels à projets qui sont sélectionnés par le pôle. Donc, pour rappel, hein, le pôle SCS est un pôle numérique avec 5 axes technologiques. Et on voit bien que dans l'ensemble de ces stratégies d'accélération, on va retrouver les thématiques du pôle. Donc, bien entendu, la cyber, l'IA, la santé numérique, la partie cloud, tout ce qui est autour de la communication, la 5G, mais aussi des thématiques qui sont beaucoup plus dans l'aspect environnemental, comme le verdissement du numérique ou la décarbonation de l'industrie. Donc, soit on a un appel à projet qui va être directement sur nos technologies, soit on sera très transverse dans l'ensemble des stratégies d'accélération que vous voyez ici. Ces informations, pour en avoir plus de détails, vous pouvez les avoir directement sur le site gouvernemental qui est ici en URL. Alors, ce qui est important quand on est dans une recherche de financement et qu'on est susceptible de faire une réponse à un appel à projet, c'est bien entendu d'avoir bien identifié le projet que l'on veut présenter. Alors, soit vous êtes une start-up, et auquel cas, c'est parfois le projet de l'entreprise, quelque part, avec une feuille de route temporelle. Mais lorsque vous êtes dans une PME, une ETI ou un grand groupe, en fait, c'est un projet parmi un. Alors, ces appels à projets ont pour vocation à répondre à une problématique, bien entendu, d'innovation, mais aussi que je vais qualifier de demande et d'attente du marché, pour être un peu plus direct, avec un impact business et une création de valeur. L'incitation, hein, et donc la volonté d'aller sur un appel à projet doit aussi s'accompagner sur une visibilité de la création de valeur, soit en chiffre d'affaires, soit en emploi, soit en filière, mais il faut bien identifier ces caractéristiques. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas que l'innovation, il n'y a pas que les verrous techniques, mais il y a aussi toute l'élaboration du projet, donc la qualité de l'élaboration du projet, la manière dont vous appréhendez ce projet, de l'innovation jusqu'à son industrialisation. Dans ce cas de figure, bon, ben, un de nos rôles en tant que pôle de compétitivité, c'est effectivement de vous accompagner dans l'élaboration de ce projet et bien entendu de vous labelliser, hein, pour vous donner soit un bonus qualitatif, soit quantitatif, en fonction des appels à projets. Vos projets, il faut aussi être capable de les caractériser sur un planning bien précis. Il y a certains appels à projets qui sont qui souhaitent avoir un système réel et achevé en fin de projet. Puis, il y a des appels à projets où on se contente de dire que c'est une validation de composants ou de maquettes de laboratoire. Donc, il est toujours important de bien situer sur ce qu'on appelle la chaîne d'innovation ou la chaîne TRL, d'identifier le point de départ de votre projet et le point d'arrivée de votre projet. Hein, donc, vous pouvez être par exemple sur un point de départ où vous avez un TRL5 qui est finalement, vous avez un projet avec une maquette et un environnement représentatif. Et votre objectif à l'issue de ce projet, c'est d'être sur un système réel achevé, donc LTRL8, voire un TRL9 prêt à être industrialisé.
Et chaque appel à projet fait référence en général à un point d'arrivée en termes de TRL. Donc, il est important dans l'élaboration de votre projet de bien savoir dans quelle phase de votre projet vous vous situez, que ce soit un développement de la technologie, que ce soit de la recherche fondamentale ou dans un test et un lancement, ou un test et un lancement en cas d'industrialisation. Bien entendu, les caractéristiques du support à la R&D et à l'innovation, qui est un support dérogatoire, donc ça veut dire qu'on peut avoir accès à de l'aide publique, doit être sur la notion de caractère innovant. Alors l'innovation est toujours assez complexe à caractériser, mais ce qui est important, surtout dans nos thématiques technologiques, c'est que en ce qui nous concerne, on n'est pas obligé d'avoir uniquement la notion d'innovation technologique. Très souvent, la caractérisation de l'innovation peut être aussi sur la partie produit ou service ou usage. Ça, on le voit assez bien et on arrive à être, c'est assez tangible, mais ça peut être aussi lié à des procédés ou d'organisation. Donc, ne soyez pas, on va dire, limité par la notion d'innovation technologique. Ensuite, on n'est pas aussi obligé d'être uniquement dans une notion d'innovation, ce qu'on appelle radicale ou de rupture, mais aussi on peut être sur une innovation incrémentale, donc une nouvelle version d'un produit ou d'un service où vous avez caractérisé, bien entendu, les éléments additionnels et toute la partie nouveauté que vous pouvez inclure. Donc ça, c'est un élément assez important qui est assez, à mon avis, qui est primordial au moment où vous lancez dans l'investigation à la réponse à un appel à projet. Ensuite, il y a des points importants, des caractères d'éligibilité qui sont importants à bien identifier. L'aide publique, c'est fait pour avoir une création de valeur sur nos territoires. Le territoire, il peut être régional, il peut être national ou il peut être européen. Ça veut dire que ce que vous allez engager ou ce que vous allez présenter en termes de travaux et de dépenses, ça doit être local. Ensuite, ce qui est important, il y a une règle de base qui est ce qu'on appelle la règle du 1 pour 1. Ça veut dire que si vous avez un projet qui fait 100 et que vous êtes susceptible, c'est assez schématique ce que je dis, mais qui est susceptible d'avoir une aide de 50, il faut être capable de montrer que vous avez un autofinancement pour les 50 qui restent. Donc ça veut dire vos fonds propres principalement. Et bien entendu, il y a aussi une caractéristique qui est donc au niveau de l'Europe, de manière générale, que vos pertes n'aient pas dépassé la moitié des capitaux propres. Alors après, il peut y avoir des aménagements parce qu'il y a toujours une recapitalisation potentiellement en cours, une levée de fonds et autres, auquel cas il faut bien le signifier si vous avez un de ces points de non-éligibilité, que vous êtes dans un processus de levée de fonds ou de recapitalisation. Lorsque vous êtes sélectionné avec de l'aide publique, sachez que la partie qui n'est pas financée est toujours éligible au CIR. Donc il n'y a pas d'exclusivité sur la partie qui n'est pas financée, bien entendu. Voilà, bon, ça, ce sont des éléments, je dirais, assez basiques. Je préfère les mettre en évidence dans cette introduction, mais ce sont des éléments que nous, dans nos cas de notre accompagnement, nous passons en revue avec nos adhérents lorsqu'ils nous proposent un projet sur un appel à projet bien précis. Dans le panorama des appels à projets, vous allez trouver des appels à projets qui vont être de tout type. Donc là, c'est juste une vision, mais en fonction de votre budget, donc des budgets qui peuvent être assez bas, voire des budgets qui peuvent être très conséquents, quelques dizaines ou même plus de millions d'euros, et puis sur des TRL, toute la chaîne des TRL. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans une période d'1 an, vous êtes capable à un moment donné d'identifier un appel à projet qui pourrait satisfaire à la fois votre budget et à la fois à la maturité de votre projet. Ce qui est très important dans
les appels à projets, c'est la planification. Un projet, ça ne se prépare pas uniquement quand l'appel à projet vient d'être mis à disposition, mais bien en avant. Bon, déjà, il s'insère dans votre stratégie d'entreprise. Donc, quelque part, vous avez déjà votre propre temporalité, mais il faut aussi se synchroniser par rapport à l'ensemble des appels à projets qui vont être disponibles. Donc là, vous avez une vision un petit peu, enfin une slide beaucoup plus visuelle, à la fois sur ce qu'on appelle l'innovation structurée, ou l'innovation dirigée, ou la partie industrielle. Donc vous voyez que vous avez des appels à projets. Donc là, c'est non exhaustif. Hein, donc, pour être le plus à jour, je vous invite à chaque fois aller sur notre site web où nous avons l'ensemble des appels à projets avec tous les détails. Donc, ce qui reste important, c'est qu'il y a certains appels à projets qui sont qui doivent être structurés très en amont. Donc, les projets collaboratifs principalement, où vous n'avez pas uniquement une seule entité qui doit travailler, mais plusieurs entités. Donc là, ça nécessite des efforts de coordination, de cohérence de projet, de planification et de vérification aussi de l'ensemble des critères d'éligibilité pour les parties prenantes. Donc vous avez une vision, ce qui vous permet très rapidement de savoir que, bon, ben, par exemple, si vous voulez répondre à un appel IDEMO région, vous avez 2 relèves jusqu'à présent qui sont en avril et en octobre. Donc on a une en octobre à la fin du mois pour laquelle nous, on va passer en revue un certain nombre de projets que nous avons accompagnés et qui sont en cours de labellisation. Et puis après, vous avez des projets qui sont au fil de l'eau. Donc ça, c'est un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, confortable, mais ça vous permet de déposer votre projet dès l'instant où vous avez tous les éléments à votre disposition. Et puis après, ce sont des projets qui sont instruits soit tous les mois, soit tous les 2 mois par les financeurs qui sont en général la région et l'État. Bon, bien entendu, on ne va pas couvrir l'ensemble des appels à projets, on va juste faire un petit focus par planche sur des appels à projets pour en extraire les éléments essentiels. Ce qui est important, c'est qu'en plus des appels à projets, vous avez aussi un certain nombre d'aides que vous pouvez solliciter tout au long de l'année auprès de BPI France. Donc, par exemple, vous avez la bourse FranTech, la bourse FranTech Émergence, et après toute une panoplie d'outils de BPI pour accompagner votre croissance sous forme de prêts, sous forme… Là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un portfolio qui est extrêmement riche et pour lequel on est aussi susceptible de vous accompagner, de vous aider et que l'on peut voir au cas par cas. Si l'on regarde maintenant, si on fait un peu un zoom sur des appels à projets qui sont actuellement ouverts, donc vous avez un appel à projet qui est IDEMO. Alors pour certains qui étaient dans le passé FUI, PSPC, donc tout ça, toute cette sémantique a été uniformisée et aujourd'hui on a cette dénomination depuis quelques années. Donc IDEMO, c'est un appel à projet national qui a une particularité, c'est qu'il peut être soit individuel ou collaboratif. Dans le passé, pour ceux qui n'ont pas été au courant de l'évolution de l'appel à projet IDEMO, c'était des projets collaboratifs qui étaient plutôt orientés ETI, PME, parce que ce sont des projets qui sont supérieurs à 4 millions d'euros, et maintenant qui sont très bien diffusés sur l'ensemble des sociétés susceptibles d'y répondre, et qui sont soit collaboratifs, soit individuels. Alors, ces projets ont une particularité quand même, c'est que ce sont des projets dont l'assiette globale du projet est supérieure à 4 millions d'euros. Le financement, si vous êtes sélectionné, c'est un financement mixte, c'est-à-dire une partie subvention et une partie avance récupérable avec une gestion de risque sur cette avance récupérable, c'est-à-dire que en cas d'échec technique ou échec commercial ou autre, cette avance récupérable n'est pas due dans sa totalité. La labellisation, depuis maintenant pas mal d'années, n'a plus un caractère obligatoire, mais
un bonus soit qualitatif, soit quantitatif en fonction de certains types d'appels à projets. Donc, c'est un gage d'accompagnement par un pôle. Et quand on est sur des projets collaboratifs, on a parfois aussi des collabellisations, c'est-à-dire plusieurs pôles qui labellisent un projet. Donc, appel à projet national, plusieurs relèves par an. Pour l'appel à projet IDEMO, générique, vous en avez une à la fin novembre, vous en avez une en janvier, mars, mai, et une dernière pour cette vague en juillet. Vous avez l'équivalent de cet appel à projet IDEMO, qui est ce qu'on appelle l'appel à projet IDEMO régionalisé. Donc lui, là, par contre, il est obligatoirement collaboratif, il n'est pas monopartenaire. Par contre, il peut être interrégion ou intra-région. Donc ça signifie qu'il peut être sur des partenaires uniquement de la région sud, ou vous avez les partenaires dans toutes les régions de France potentiellement. Ce sont des projets donc, qui sont à minima à 2 partenaires industriels avec un partenaire de recherche ou un partenaire académique. Le gros avantage, c'est que ce sont des projets qui vont donc de 500 000 € à 4 millions d'euros, donc avec des tailles beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus accessibles pour certains types de projets et ce type de société par rapport à l'appel à projet IDEMO national. Alors, ce qui est important, c'est aussi s'assurer que le projet s'insère dans les stratégies régionales. Alors, en ce qui concerne notre pôle de compétitivité, le numérique est une stratégie, on va dire, assez récurrente et présente dans chaque région, que ce soit dans sa composante, on va dire, technologique au sens large, ou dans des stratégies d'accélération comme la partie cyber, la partie IA ou la partie microélectronique ou robotique, par exemple, pour notre région, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un appel à projet aussi régional qui est, on va dire, très intéressant, principalement pour les startups ou les TPE, voire PME, qui sont des appels à projets qu'on appelle d'innovation. Alors, ce sont des appels à projets qu'on va retrouver en région PACA, mais aussi en région Occitanie et dans toutes les régions de France, de manière générale. Ce sont des projets qui ont 2 volets, un volet faisabilité ou un volet développement et pré-industrialisation. Le volet faisabilité, ce sont des projets qui peuvent être, on va dire, de 150 000 €, donc vraiment des petits projets, jusqu'à 400 000 € si vous êtes UTI. Et vous êtes là sous un régime de financement sous forme de subvention. Donc, vous présentez un projet dont l'assiette projet est de l'ordre de 400 000 €. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez donc obtenir une subvention de 200 000 €. Donc ça, c'est sur de la faisabilité. Donc faisabilité, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement sur des TRL très hauts, on est sur des TRL en fin de projet, où on est sur un prototype ou sur le lever de verrou, sur une faisabilité bien identifiée. Et puis après, vous avez le deuxième volet qui peut être finalement parfois consécutif à l'obtention d'une faisabilité, qui est le volet développement et pré-industrialisation. Donc là, c'est des projets qui vont jusqu'à 24 mois et qui sont à minima à 150 000 € ou 300 000 € pour les ETI et qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Dans ce cas de figure, l'aide publique se décline sous une forme d'avance remboursable et celle-ci peut être jusqu'à 500 000 €. Alors, ce qui est important, c'est que au sein du pôle SCS, donc, les projets labellisés que nous accompagnons et que nous travaillons avec nos membres, ce que l'on a, c'est qu'on a sur la faisabilité, on a un taux de succès de 40% sur donc la faisabilité et un taux de 60% sur la partie développement et pré-industrialisation. Donc c'est assez bien positionné et je dirais c'est vraiment un bonus qui est la labellisation est vraiment un bonus qui est reconnu en général par les régions. Vous avez un équivalent, alors qui n'est pas opéré par la BPI ou par les régions ou autres, qui est opéré par l'AID, donc l'Agence Innovation Défense, qui est le projet rapide. Donc là, on s'adresse principalement à
des projets dont on parle de technologie duale. Technologie duale, ça veut dire que c'est une technologie qui a un impact direct dans le secteur de la défense au sens large, hein, donc, mais qui peut aussi se décliner dans un environnement, on va dire, commercial privé hors défense. Donc ça vous permet donc d'avoir aussi sur un projet où vous n'avez pas un accès au marché défense, d'avoir un positionnement par rapport à une technologie et bien entendu un aboutissement avec donc, la DGA ou l'Agence Innovation Défense. Alors là, ce sont des budgets qui peuvent aller de 500K à 4 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un financement sous forme de subvention avec des taux parfois qui peuvent être jusqu'à 80% pour les petites entreprises. Alors là, il faut être très vigilant, c'est très attractif comme appel à projet. Par contre, ça reste quand même sélectif. Et bien entendu, il y a une notion de dualité, c'est-à-dire un impact immédiat sur un marché défense, sur des projets bien identifiés à caractère stratégique, et une technologie qui, bien entendu, se décline aussi sur le secteur du monde privé. Alors, là, je vous ai parlé principalement de ce que j'appellerais des innovations structurelles, donc ce qu'on appelle un peu structurel ou générique. Et puis après, vous avez sur les stratégies d'accélération, vous avez ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc là, je ne peux pas tous les citer parce qu'en général, il y en a en ce qui me concerne autour de l'IA, de la cyber, du cloud, de la partie connectivité. Et là, par exemple, il y en a actifs autour de la 5G, de la 6G. Donc là, ça peut être aussi très intéressant, appel à projet individuel ou collaboratif. Bon, celui-ci autour de la 5G, 6G, c'est un appel à projet qui était ouvert depuis pas mal de temps et qui se clôture à la fin novembre. Donc sur les aspects individuels, c'est un projet qui commence à partir d'1 million d'euros et sur l'aspect collectif à partir de 2 millions d'euros. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous allez soit sur des travaux autour de la 5G, 6G très orientés R&D, soit plutôt sur des aspects stratégiques, sur des solutions souveraines, ou sur des aspects environnementaux comme l'impact, décarbonation ou optimisation sur un numérique éco-responsable. Donc ces appels à projets, ils sont sur la 5G, 6G, en général on en voit 1 à 2 par an. Donc celui-ci va s'arrêter à fin novembre et il y en aura un ou plusieurs courant 2025. Donc là, on n'est pas capable aujourd'hui de vous le préciser. Ce sont des appels à projets qui s'élaborent en fonction des retours terrain, des retours des filières et qui ensuite sont diffusés sur une période d'1 an ou sur une période plus courte pour pouvoir déposer ces projets. De la même manière, vous en avez un sur lequel il est pertinent pour nos adhérents du pôle de se positionner ou essayer de se positionner, c'est sur la partie robots et machines intelligentes. Donc là, on est sur de la partie développement et industrialisation, mais aussi sur des développements de composants dans un environnement, alors composants de sous-systèmes ou de systèmes dans la partie robotique au sens large, ou cobotique, ou les robots mobiles. Donc là, il y a une prochaine relève qui va s'effectuer en 2025 et l'appel à projet se clôture en juin 2025. Un peu à l'identique de l'appel à projet précédent, donc si vous êtes dans un mode collaboratif, appel à projet, donc l'assiette projet est supérieure ou égale à 2 millions d'euros, et si vous êtes en individuel, 1 million d'euros. Donc là, on est sur des subventions et des avances récupérables sur la partie aide publique si on est avec des acteurs économiques et si on est avec des acteurs non économiques, c'est-à-dire qui n'a pas un caractère privé,
Ça peut être c'est de la subvention et ça peut être de 50 à 100%. Pour finir, dans les appels à projets actifs, hein, et ce n'est pas exhaustif, bien entendu, donc il y a la partie Indus. Donc là, on est sur des projets très capitalistiques en général. Hein, donc on est sur des budgets qui sont supérieurs à 5 millions d'euros, qui sont des appels à projets en général assez complémentaires avec d'autres typologies d'aides, que ce soit auprès de la BPI, mais aussi de financeurs privés. Donc là, on est sur une unité de production industrielle, donc une nouvelle unité de production. On est sur une nouvelle implantation industrielle. On est sur une ligne pilote avec un nouveau process, ou on est sur une relocalisation potentiellement. Donc très souvent, vous entendez dans les médias ou dans les communications donc, de l'État la réindustrialisation, ben voilà, elle se caractérise aussi par des aides sous forme d'appel à projet. Donc là, c'est un calendrier. Donc l'appel à projet est ouvert jusqu'en 2026, c'est-à-dire la fin du plan France 2030 dans sa déclinaison d'aujourd'hui. Et vous avez des relèves. La prochaine est au mois de janvier. Il y en a une au mois d'avril et une au mois de septembre 2025. Ce qui est important dans ces projets, ce sont des projets, bien entendu, pour des PME, principalement, hein, et ce n'est pas pour des grands groupes ou voire des grosses ETI, c'est plutôt pour des PME ou des TPE. De manière générale. Voilà. Ce qui est important, donc pour ne pas trop déraper sur le timing, je vais aller assez vite sur les slides qui suivent. Les aides de la BPI, je vous en ai parlé, ça c'est actif toute l'année. Donc si vous le souhaitez, on peut vous mettre en relation, soit sur de l'aide à l'innovation, des prêts ou des investissements en fonds propres pour l'innovation, mais aussi le financement de votre croissance, des garanties sur l'extension de marché, des levées de fonds en fonds propres ou des actions spécifiques à l'expert. Donc là-dessus, il y a un portfolio très riche hein, auprès de la BPI et je vous invite à consulter déjà, ne serait-ce que leur site web, sur l'ensemble des outils qui sont disponibles. Alors, en ce qui concerne notre fonction en tant que pôle de compétitivité, donc c'est l'accompagnement et la labellisation. Ce qui est important pour maximiser, nous sommes là pour maximiser votre réussite. Donc, cibler le bon dispositif, identifier des partenaires si on est en collaboratif. Bien entendu, vous allez le voir, on a une commission projet qui est là aussi pour vous labelliser ou pas. Ça peut aussi, c'est pas quand vous rentrez dans un process d'accompagnement, vous n'êtes pas nécessairement labellisé. Ce qui est important, c'est vraiment éviter les erreurs éliminatoires, avoir un contenu qui est bien formaté et qui répond bien à l'appel à projet, gagner du temps et puis aussi démarrer assez sereinement et pas être dans le rush pour déposer un projet et se retrouver dans des éliminés parce que le projet ou le dossier n'est pas complet ou il y a des caractéristiques d'inéligibilité qui ne sont pas bien identifiées. Notre accompagnement en général, c'est un processus qui est entre 1 et 2 mois. Il s'effectue en plusieurs phases. Un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui dans la présentation de ces appels à projets, c'est vous solliciter pour voir si vous avez un intérêt ou pas de répondre à un appel à projet. Donc, si tel est le cas, à ce moment-là, vous rentrez dans un processus d'accompagnement, vérification de l'éligibilité, la complétude de vos obligations vis-à-vis de l'État, et puis surtout le ciblage du projet vis-à-vis du cahier des charges de l'appel à projet. Et puis, à l'issue, je dirais, d'un process itératif avec vous, on passe en commission projet, qui peut être en une revue ou 2 revues en fonction de la nature et des retours de notre commission projet, avec un objectif d'être labellisé pour pouvoir ensuite être référencé, puisque la labellisation est reconnue. Hein, donc la labellisation, c'est une délégation que nous avons de la part de l'État français, et pour qu'ensuite elle puisse être notifiée lorsque vous déposez votre projet.
Donc, notre accompagnement, en fait, c'est un accompagnement qui se fait de manière très personnalisée, mais qui ensuite se retrouve devant une commission projet d'experts de notre écosystème. Alors que ce soit des experts issus de start-up, de PME, de TI, de grands groupes, mais aussi du monde académique. Donc là, vous avez la liste, elle est publique hein, de notre commission d'experts. Voilà, issus de PME, TI, grands groupes et académiques. Et on essaye aussi d'avoir, bien entendu, des experts dans tous les domaines, de nos domaines clés, la microélectronique, la partie cybersécurité, IoT, tout ce qui est connectivité, IA, data analytique et bien entendu photonique. Photonique est un domaine qui est nouveau au sein du pôle SCS, mais qui est issu donc de l'absorption d'un pôle qui s'appelait Optitech, donc un pôle de compétitivité qui maintenant est intégré au sein du pôle SCS. Bon, après, juste pour info et clôturer, donc c'est à peu près plus de 18 ans d'accompagnement de projet, hein, donc 700 projets, fin, 700 projets accompagnés à fin 2023. Bon, là, ce qui est important, c'est de savoir que le pourcentage, le taux de succès des projets qui sont labellisés versus les projets non labellisés, donc ça, c'est des données qui sont issues soit de la BPI, soit de la DGE. Hein, donc, pour faire simple, un projet qui est susceptible d'être sélectionné au concours Innov ou Lab, si le projet a été labellisé, on retient qu'il y a 47% de taux de succès. Lorsque le projet est non labellisé, c'est 18%. Et vous l'avez à peu près sur l'ensemble des appels à projets. Et puis après, de manière générale, donc tout projet, tout appel à projet de France 2030, c'est 36% de taux de succès si vous êtes labellisé, c'est 25% si vous êtes non labellisé. Et pour clôturer ma session, donc à l'issue de la fusion entre le pôle SCS et le pôle Optitech, voilà, ça c'est le cumul des projets financés et puis des aides publiques ou des dépenses globales. Donc on va fusionner ces deux éléments cette année 2024, ce qui va nous donner quand même un caractère très significatif. Hein, ça veut dire qu'on est à plus de 1,5 milliard de dépenses R&D. Ça, bien entendu, depuis le début, ça veut dire depuis le début des pôles, hein, 2005. Et puis avec une aide publique qui est pratiquement au-dessus, qui est, on va dire, de l'ordre de 650 millions d'euros d'aide publique qui a été alloué à ces projets financés. Et puis un nombre assez important de PME, de grands groupes qui sont, de labos bien entendu, qui ont été dans ces projets, qui soient monopartenaires ou collaboratifs. Donc sur les appels à projets donc régionaux et appels à projets donc France, au sein du pôle SCS, le point d'entrée, c'est Nadia Lubagno, hein, qui est notre chargé d'innovation et qui est vraiment à disposition de tous nos membres pour déclencher et enclencher ce processus d'accompagnement de labellisation et de ciblage des appels à projets. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je tiens à remercier donc à la fois l'ANSSI et la BPI. Donc là, on va faire un focus sur un appel à projet qui est soutien aux PME et start-up et qui va être bien entendu focalisé sur la partie cybersécurité. Voilà, je Merci pense que Gérard. je vais vous Merci laisser beaucoup. la main. Je passe la main donc à Noël Marcignac de l'ANSSI. Oui, bonjour. Alors, je vais peut-être allumer ma Bonjour caméra Noël. pour l'introduction. Ouais, je vous laisse le soin de vous présenter. Ça y est, vous m'avez à l'écran? Oui, on vous voit. Je vous ai donné la main. C'est bon, Super, si vous normalement. pouvez mettre en plein écran, Voilà. c'est parfait. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci déjà au pôle SCS de nous donner l'opportunité à moi et ma collègue de BPI France de présenter ce premier appel à projet pour le NCCFR. C'est une première pour nous. On est d'autant plus content de le faire au sein du pôle SCS qui a, je comprends, donc 18 ans d'expérience
en accompagnement de l'écosystème sur les appels à projets. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vous proposait une présentation en 3 parties. D'abord quelques mots sur le NCCFR pour comprendre un petit peu l'arrière-plan de cet appel à projet, que ensuite BPI France vous présenterait les conditions générales d'éligibilité à ce nouvel appel à projet, qu'ensuite, dernièrement, je reprendrai la parole pour rentrer dans les différentes thématiques et passer en synthèse les attendus de l'appel à projet qui est un appel à projet assez technique. Alors attendez, c'est toujours bon. Donc le centre de coordination français cyber, le NCCFR, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Au milieu des nombreuses réglementations qui impactent le numérique, qui ont été adoptées ces dernières années et qui vont être mises en œuvre dans les prochaines années, il y en a une qui est peu connue finalement de l'écosystème, c'est le règlement 2021-887. Et c'est un règlement qui instaure le Centre européen de compétences pour l'industrie, la recherche et les technologies en matière de cybersécurité. Ce centre, il est maintenant opérationnel, ouvert à Bucarest, avec une trentaine de personnes qui y travaillent. Et le règlement crée également le réseau des centres nationaux, donc ce sont les fameux NCC. Et le NCCFR, c'est la composante France de ce réseau de centres de coordination pour la cyber qui travaille de concert avec le Centre européen de compétences en cybersécurité. À quoi ça sert? Pour celles et ceux qui sont familiers de la notion de point de contact national dans les programmes Horizon Europe et les programmes Europe numérique, les NCC sont en fait les points de contact nationaux pour le volet cyber du programme Europe numérique. Donc on a un certain nombre de services fournis vers l'écosystème qui sont communs au réseau des centres nationaux. L'animation de communauté, bien sûr, avec en arrière-plan donc l'organisation d'événements, l'intermédiation entre entités porteurs de projets d'intérêt pour la cybersécurité dans l'écosystème France, l'accompagnement sur les appels à projets européens, donc ce sont les appels à projets qui sont lancés et opérés par le Centre européen de compétences, rattachés au programme Europe numérique dans le pilier cyber. Donc effectivement là-dessus on accompagne, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en relation des porteurs de projets avec des entités au travers du réseau des centres nationaux, en travaillant avec nos homologues européens dans le réseau des NCC. Et enfin il y a l'appel à projet national, qui en fait est un appel à projet qui utilise le dispositif de soutien financier à des tiers, FSTP, c'est un dispositif qui est hérité du programme Horizon Europe et qui nous permet, nous, NCCFR, en consortium avec BPI France, nous sommes conventionnés avec la Commission européenne pour opérationnaliser le NCCFR jusqu'à fin 2025. Et cette convention avec la Commission européenne nous permet de pratiquer et de procéder à des appels à projets concurrentiels pour du soutien financier vers l'écosystème. C'est donc le cadre de l'appel à projet qui va vous être maintenant présenté par BPI France et moi-même. Je vais passer la main à Mégane. Oui, je suis bien là. Il faut que j'arrête le partage. Oui, exactement. C'est bon? Ça devrait être bon, Mégane, vous pouvez projeter. Oui, c'est bon pour moi. Alors, je vais juste me présenter. Donc, je suis Gomalingissi Mégane, chargée de développement chez BPI France et également référente sur l'appel à projet NCCFR Cyber. Donc, je vais juste couper ma caméra pour que ça soit plus fluide et enchaîner sur les propos de mon collègue. Donc, en ce qui concerne, alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc, en ce qui concerne les projets attendus dans le cadre de cet appel à projet, donc on va principalement attendre des projets qui sont portés par des TPE ou des PME. Les projets doivent être monopartenaires et non collaboratifs. On va attendre également que ces projets portent sur des travaux innovants de recherche et de développement en cybersécurité. Ces projets doivent être également réalisés en France et tous les travaux non engagés avant la date de relève sont les travaux qui seront éligibles. Pour cet appel à projet, les projets devront présenter une assiette minimum de 30 000 €
et l'aide maximum qui pourrait être apportée aux porteurs de projet sera de 150 000 €. Ensuite, cet appel à projet est structuré en 3 axes. Donc, vous êtes vivement encouragé à déposer des projets qui sont multithématiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet qui s'inscrit à la fois dans l'axe numéro 1 et dans l'axe numéro 3. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là dans le cadre de votre dépôt de projet sur notre plateforme Pixel. De plus, les critères d'éligibilité et de sélection seront à consulter directement dans le cahier des charges. Mais en ce qui concerne les dépenses éligibles, vous pouvez déjà avoir en tête que ce qui sera retenu, c'est principalement les salaires et les charges, les frais connexes, les montants forfaitaires, les coûts de sous-traitance, les contributions aux amortissements, les coûts de refacturation interne, les frais de mission et les autres coûts qui sont également détaillés dans le cahier des charges. Vous retrouverez un tableau récapitulatif avec également les pourcentages à respecter dans chacune de ces rubriques. En ce qui concerne les process, on va avoir un appel à projet qui va se diviser en 2 relèves. Donc, la première relève, ça sera le 13 novembre prochain. La seconde relève sera le 9 janvier 2025. Pour ce qui est du processus, donc on aura une phase d'éligibilité qui sera réalisée par BPI France, puis ensuite une phase de présélection technique qui sera réalisée par l'ANSSI. L'instruction sera réalisée par BPI France et pourra mobiliser selon les besoins des experts indépendants. Et enfin, la décision finale d'octroi de l'aide, elle sera prise par le Premier ministre sur avis du SGPI. Enfin, en ce qui concerne le dossier de candidature, pareil, vous avez le dossier de candidature qui se trouve sur notre site internet. Mais globalement, le dossier de candidature doit comporter une présentation allégée de votre projet. Donc, par présentation allégée du projet, ce qu'on entend, c'est une présentation d'une dizaine de lignes avec principalement des informations sur l'objectif visé par la solution proposée, les moyens qui seront utilisés, les ressources qui seront mobilisées, afin que le jury puisse vraiment bien comprendre votre ambition. Ensuite, il y aura également une base de données budgétaire à compléter et des pièces administratives classiques, notamment des grilles d'impact environnemental, une déclaration d'aide de minimis, et bien sûr, vous pourrez retrouver l'ensemble des pièces administratives nécessaires sur notre site internet. Merci à vous pour votre écoute et je laisse la parole à mon collègue. Merci. Voilà, de retour sur mon écran normalement. C'est tout bon. Voilà, super. Donc petite redite, ça fait pas de mal. Donc on est bien sur des subventions qui seront de 30 000 à 150 000 €. Une première relève qui arrive bientôt d'ici quelques semaines, le 13 novembre, et une relève finale au 9 janvier 2025. Donc l'appel à projet, comme l'a dit Mégane, il est structuré sur 3 axes principaux, avec un axe technique qui comporte 7 thématiques qu'on va maintenant passer en revue et 2 thématiques plus générales. En complément aussi, a été indiqué que la décision finale d'octroi de la subvention serait accordée par le SGPI, tout simplement parce que cet appel à projet est cofinancé entre la stratégie d'accélération cyber de France 2030 et la Commission européenne dans ce dispositif de soutien financier à des tiers. Quelques attendus généraux avant de rentrer dans les attendus par thématique. Ce qu'on vise finalement avec cet appel à projet, c'est de mettre en application via des démonstrateurs
semblerait qu'il y a un petit souci technique côté ANSSI. Ah, mince. Alors, juste un petit moment, je vais essayer de voir avec Noël, qui je pense a eu sûrement un petit problème de connexion. On vous remercie de votre patience. Avec un premier thème qu'on a... Oui. Noël, excusez-moi, je vous coupe, on vous a perdu quelques instants. Si Ah, vous je suis désolé. pouviez... C'était où? Vous m'avez perdu où? Alors, juste la slide juste avant, qui... Sur voilà, les sur attendus celle-ci. généraux? Oui. D'accord. Bon, je reprends en synthèse, hein. Donc, une de nos ambitions avec cet appel à projet, c'est d'intégrer les nombreuses recommandations de l'ANSSI en termes de développement, d'hygiène, de cyber, de bonnes pratiques, de recommandations d'architecture, de les intégrer dans les développements techniques qui sont attendus dans cet appel à projet. La liste qui vous est présentée ici n'est bien sûr pas exhaustive. Tous les guides publiés par l'agence sont disponibles sur le site internet. On vise également à réduire la distance entre les solutions qui sont développées et la potentielle entrée dans un processus de qualification. C'est la délivrance des visas de sécurité de l'agence sont en fait des tampons que l'agence remet aux offreurs de services ou de solutions qui sont engagés dans un parcours de certification ou de qualification. Enfin, il est important pour nous, effectivement, que le porteur puisse décrire comment il compte pérenniser les développements en s'appuyant sur une stratégie open source, une stratégie commerciale, et aussi nous donner des indications quant à la communauté d'experts qui peut mobiliser autour de sa solution pour en assurer le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité dans la phase de run. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Oui. Donc, je vais maintenant rentrer dans le détail de chaque thématique sur l'axe 1, donc l'axe 1 qui comporte 7 thématiques techniques, avec un premier thème qu'on a appelé Infra as Code. Le constat général en arrière-plan, c'est l'adoption croissante des infrastructures et des architectures déployées sur en mode cloud, hein, l'informatique nuagique. Et donc ici, on souhaite favoriser le développement de modèles d'infrastructure. Dit brièvement, on attend ici que le porteur rédige des scripts et des configurations pour des déploiements sur des offres qualifiées Secnum Cloud. L'intérêt des infrastructures as code, c'est un intérêt d'automatisation. Comme les architectures sont scriptées au préalable, on peut en contrôler les aspects de sécurité, le cloisonnement, la gestion des accès, le filtrage réseau applicatif. Et ce type de déploiement d'architecture permet aussi de déployer très rapidement une nouvelle architecture en cas de compromission. Donc on y voit là un fort intérêt, c'est une thématique, c'est un champ de travail qu'on souhaite développer. Donc, à part les modèles d'infrastructure eux-mêmes qui sont attendus, on attend une documentation d'architecture pour que les clients, les bénéficiaires qui souhaitent déployer l'architecture puissent simplement suivre pas à pas le mode d'emploi. Et on attend également un démonstrateur qui pourra illustrer le fonctionnement des différents modèles développés dans une offre qualifiée Secnum Cloud. Je passe à la deuxième thématique. Thématique passerelle d'interconnexion entre l'informatique industrielle et l'informatique classique. Le constat qu'il y a en arrière-plan, c'est qu'on sait cloisonner, on connaît les méthodes de cloisonnement et de protection entre les réseaux IT et les réseaux OT. Cependant, avec le déploiement dans le cloud, il y a de plus en plus de données qui sont transmises entre le réseau IT et le réseau de l'informatique du système industriel. Or, la protection aujourd'hui des systèmes d'acquisition de données dans la partie OT, elle est parfois limitée et elle présente encore des risques de compromission dans le monde industriel. On souhaite donc ici des porteurs qui amènent des projets innovants pour développer ce que vous voyez en haut à droite et qui est bien sûr qu'on peut retrouver dans le cahier des charges, hein, ces 3 composants. Notamment un composant de transformation de format. J'attire votre attention là-dessus puisque les formats visés, il y en a 2 au moins qui sont Modbus et OPC UA.
C'est un facteur important à avoir en tête. Et ensuite, 2 autres composants de contrôle d'innocuité et d'acquisition de données pour cette passerelle d'interconnexion. Alors, j'ai un point que j'ai oublié de faire dans les attendus généraux, c'est que ici, on passe en synthèse les attendus des projets, mais seul le cahier des charges qui liste l'ensemble des attendus doit faire référence pour le porteur de projet. L'idée aujourd'hui avec BPI France étant de vous permettre de vous positionner par rapport à certaines thématiques de l'appel à projet et on aura ensuite dans une deuxième séquence dans le courant du mois d'octobre, courant du mois de novembre, un webinaire pour répondre à des questions qui sont plus techniques et qui pourront être envoyées sur notre boîte fonctionnelle. La troisième thématique, on commence avec les enjeux de sécurité liés à l'authentification. Authentification en langage ANSI, c'est la preuve d'identité. Et on commence ici avec l'authentification des services web. On fait le constat qu'il y a une réduction générale de la durée de vie des certificats d'authentification des services web. L'ANSI, les experts de l'ANSI se sont donc penchés sur le protocole ACME, qui est un protocole qui permet de mettre en œuvre des solutions d'automatisation et de gestion des certificats d'authentification pour les services web. Et ici, on souhaite que les porteurs de projets amènent des développements qui permettent le développement d'un serveur et d'un client ou d'un client ACME, donc conforme au protocole ACME, qui répondent aux exigences du référentiel général de sécurité et à des exigences qu'on pourra vous transmettre sur simple demande auprès de l'équipe qui s'occupe de la supervision du règlement des services de confiance à l'agence. Tout ça, tous les détails de contact sont bien sûr dans le cahier des charges de l'appel à projet. On attendra également que le porteur de projet nous donne une indication de performance, c'est-à-dire avec la solution développée, quel serait le temps nécessaire au renouvellement d'un certificat pour en vérifier la compatibilité avec les usages en cours. La quatrième thématique concerne également l'authentification. Pour les capacités d'authentification des périphériques USB. Donc, vous avez sans doute dû remarquer que l'USB 3, donc l'USB type C, se généralise sur les smartphones, les PC. C'est maintenant quelque chose de standardisé. En revanche, l'authentification des périphériques qui se connectent via ce port ne contient pas aujourd'hui, en règle générale, d'authentification avant l'intégration du périphérique dans le système. Donc on souhaite ici avoir des projets qui permettent de développer une bibliothèque qui va permettre d'authentifier les différents périphériques USB connectés, un émulateur de périphérique et un périphérique USB type C, donc qui respecte les normes de l'USB-IF, hein, donc c'est le forum, l'association, le forum de gens, d'experts qui s'occupent de l'implémentation de l'USB au niveau mondial. Donc il faudra respecter ces normes-là pour ce développement. La cinquième thématique est également une thématique relative à l'authentification. Et là, on n'est plus sur l'authentification des machines, je dirais. Hein, c'était le cas de la thématique précédente, l'authentification matérielle. On est sur l'authentification utilisateur avec le constat qu'il y a évidemment des produits du type YubiKey, NitroKey qui sont très utiles pour l'authentification utilisateur, mais qui s'appuient toujours sur une interface logicielle pour fonctionner. Et donc ça, pour les experts en sécurité, une interface qui dit interface logicielle dit dépendance à un composant qu'on ne maîtrise pas forcément et donc dit risque de compromission. Donc on attend ici des développements qui vont pallier à ça, qui pourront être amovibles et se connecter physiquement à un PC ou à un smartphone, mais qui donc pourront réaliser l'authentification de l'utilisateur de manière autonome, sans accès distant au PC ou au serveur. Un point de vigilance également, ces projets devront respecter la norme internationale ISO qui est indiquée ici, la 781612, et le référentiel général de sécurité pour ses exigences en termes de cryptographie.
Le thème 6 n'est plus un thème où les attendus sont tournés vers la sécurité de l'authentification, mais sur les aspects de détection. Bon, c'est une tendance que j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, hein, avec la transition et l'adoption croissante des développements et des systèmes d'information dans l'informatique nuagique, cloud pour un bon français. On s'aperçoit de plus en plus qu'on a besoin de filtrer et de configurer les ordres qui sont donnés depuis les SOC. Les SOC sont les systèmes de détection qui supervisent des SI clients et qui donc, pour être efficaces, de plus en plus ont besoin d'être configurés en quasiment temps réel. Configurer, ça veut dire toucher à des tâches qui relèvent de l'administration d'un système d'information client. Et donc, il y a des enjeux de sécurité importants pour garantir notamment le moindre privilège, ne pas permettre que ces ordres de configuration des outils de détection permettent un nouveau chemin d'attaque pour les attaquants, par exemple. Et donc, on propose ici de fournir un démonstrateur qui illustre le fonctionnement de cette API dans une offre qualifiée Secnum Cloud avec deux développements principaux. Une API programmée pour maîtriser l'envoi des ordres depuis le système de détection vers le système d'information client, le système d'information supervisé, ainsi qu'un module, module logiciel de contrôle adapté à cette API. Le septième et dernier thème de l'axe technique est sans doute celui qui est le plus proche du monde de la recherche. Monsieur Martinez a expliqué, repassé en revue l'échelle de TRL et de développement donc des solutions depuis la recherche jusqu'à la phase commerciale. Ici, le constat, c'est qu'il y a de la recherche sur les architectures matérielles ARM et RISC-V. La solution et l'extension de sécurité Cherry propose une extension matérielle de sécurité pour ces architectures-là, mais on a peu de preuves finalement du caractère plug and play de ces solutions, et c'est pour ça qu'on souhaite ici des porteurs qui nous proposent une méthodologie d'évaluation de ces extensions matérielles de sécurité, donc avec 3 briques principales. Évaluation de l'usabilité, hein, caractère, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est facile sur un processeur qui implémente les conditions de sécurité dans plusieurs scénarios. Ça peut être un système embarqué ou un serveur ouvert sur Internet ou encore un ordinateur utilisé à des fins personnelles. Le deuxième grand attendu, c'est une validation de la sécurité. Et enfin, un prototype qui donne un premier exemple d'implémentation de l'utilisation de cette extension. J'en ai fini avec les thématiques techniques. Je passe maintenant à l'axe 2, qui est un axe où on souhaite soutenir le développement capacitaire des prestataires d'administration et de maintenance, qu'on appelle, nous, à l'ANSSI, les PAMS. Donc, ce sont des prestataires qui, quand ils sont qualifiés, sont passés par le parcours de qualification de l'ANSSI et qui donc répondent aux exigences du référentiel PAMS, qui est public. Et donc, on souhaite voir émerger plus d'offres qui se rapprochent de la conformité avec ce référentiel. Les porteurs de projets ici sont sans doute des sociétés d'infogérance qui seront encouragés à présenter quel est leur socle de connaissances par rapport aux exigences du référentiel d'administration et de maintenance sécurisée, de nous donner une présentation de l'architecture du système d'information qui serait utilisé pour l'administration à distance de leurs clients, présenter les compétences de l'équipe qui sera impliquée sur le projet PAMS, et enfin de nous donner des informations et des indications sur la cohérence du modèle d'affaires de la société, du porteur, donc, avec les prestations d'administration et de maintenance sécurisée. Concrètement, le projet, si il est validé, donc les projets lauréats seront invités à sélectionner parmi
les prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information, les PASI, qui sont des sociétés qualifiées par l'ANSSI. Les porteurs sont invités à prendre contact avec ces PASI qui vont les accompagner pour conduire des audits d'écart. Donc c'est avec l'auditeur issu de l'équipe PASI, voilà, référencer les différents points durs qui restent entre les conditions présentes du porteur de projet et les exigences du référentiel PAMS, de manière à ce que le porteur puisse établir à l'issue du projet une feuille de route de montée en compétences pour entrer dans un processus formel de qualification avec l'agence d'ici quelques temps. Et enfin, le troisième axe, qui est le soutien aux PME dans le champ de la normalisation. L'idée générale, c'est de former les PME au vaste monde de la normalisation pour qu'elles puissent mieux s'y projeter. Donc s'y projeter, c'est en termes d'instances de gouvernance, se projeter également dans les instances qui produisent les normes. Et donc ici sont attendus des projets qui visent au développement de formation à la normalisation et aux normes cyber. On souhaite également voir des porteurs de projets qui développeraient un mécanisme de parrainage. Le mécanisme de parrainage doit permettre aux TPE et PME de peser mieux dans les instances de normalisation pour faire entendre leur voix sur certaines normes en particulier qui les impactent ou qui sont directement rattachées au développement de leurs solutions commerciales. Et on financera également le temps de participation aux travaux de normalisation, comme le défraiement des experts qui participent à ces instances de normalisation. Voilà, j'en ai fini avec les 3 axes. Je vous le disais au milieu de la présentation, puisque j'ai omis de le dire au début. On a une boîte mail fonctionnelle que vous verrez ici à gauche pour nous contacter, ce qui va nous permettre de constituer un dossier de réponse pour restituer de l'information dans un prochain webinaire sur les différents axes qu'on a présentés aujourd'hui. Et enfin, vous avez une page sur le site internet de l'agence qui vous explique un peu plus dans le détail ce qu'est le NCCFR, son fonctionnement et les différents appels à projets au niveau européen qui sont ouverts actuellement également. Merci beaucoup, Noël. Merci, Mégane, également. Je n'ai pas de questions pour le moment sur cet appel à projet, ni au niveau des thématiques, ni au niveau des modalités de candidature. Ce que je vous propose, donc, c'est que les candidats vous contactent via ce fameux mail générique s'il y a des questions complémentaires, ou alors on se permettra de vous faire suivre éventuellement en direct. Bien sûr. Merci beaucoup, N'hésitez pas à relayer les informations de vos membres présents, bien sûr. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Je passe la main désormais à Marielle Campanella qui va nous faire un panorama non exhaustif, bien évidemment, des appels à projets en cours européens. Bonjour Marielle. Oui, bonjour, bonjour. Donc, je vous partage mon écran. Est-ce que tu peux me confirmer, Nadira, que tout est visible et ça semble fluide? On t'entend bien et on te voit bien et c'est fluide. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour clore ce webinaire sur la 3e partie, comme à l'accoutumée, nous allons vous proposer voilà, un aperçu d'une sélection d'appels à projets européens pertinents pour notre écosystème. Donc, on va parler en particulier du financement en cascade. Donc, Noël, juste précédemment, a expliqué en quelques mots comment est-ce que cela fonctionnait en tant qu'opérateur de financement en cascade côté ANSSI. Il existe beaucoup d'autres appels de ce même type-là, opérés par d'autres entités qui peuvent être également intéressantes sur des thématiques très variées. Donc, on fera un aperçu de ces appels-là. Ensuite, quelques éléments sur Horizon Europe, les appels EIC, Eureka de l'EIT et quelques éléments de mission internationale en dehors des frontières de l'Union européenne. Et ensuite, quelques points sur l'accompagnement de SCS sur les projets européens. Donc, je vais juste couper ma caméra pour plus de fluidité sur nos échanges. Voilà, donc tout d'abord sur le financement en cascade. Donc effectivement,
Le système de financement européen est parfois ressenti comme moins bien adapté pour les petites structures. Donc, c'est une des raisons pour laquelle la Commission européenne a lancé depuis le programme Horizon 2020 le principe du financement en cascade, qui est donc un dispositif de financement européen géré non pas en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires qui sont eux-mêmes sélectionnés par la Commission européenne. L'idée globale ici est donc de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile. Ça signifie que des structures volontaires, dont les pôles de compétitivité peuvent faire partie, répondent en consortium à un appel à projet européen et donc sont financées sous la forme d'un projet classique, au sein duquel une partie du budget est réservée pour être redistribuée dans le cadre de nouveaux appels gérés par le projet principal lui-même, d'où l'effet de cascade. Donc, ces appels permettent donc de financer diverses actions et sont souvent ciblés vers les PME, mais pas exclusivement. On y trouve des actions de soutien à l'innovation, des prestations d'accompagnement, d'accélération, de soutien et également un accompagnement financier avec une redistribution sous forme de subvention dans le cadre d'appels à projets dédiés. Donc, ces appels à projets sont entièrement gérés par le consortium du projet européen principal et donc sont dépendants de chaque projet qui les anime. C'est ce qu'on appelle des open calls. Ils sont en général publiés sur les sites web de chaque projet ou sur le Participation Portal de la Commission européenne pendant une durée de 2 mois minimum. En général, les dossiers de candidature sont légers, de l'ordre de 5, 10, 15 pages en anglais. Les candidatures peuvent se faire en monopartenaire ou en consortium selon les règles édictées par le projet principal. Et les évaluations sont gérées par les équipes projets et effectuées par des experts indépendants. Les financements en cascade financent en général des projets qui sont plutôt courts, de l'ordre de 6-12 mois, avec un financement souvent en subvention sous la forme de forfait ou bien parfois sur la base de justification des coûts. Et donc, les aspects contractuels sont gérés avec le partenaire du consortium du projet principal, avec un contrat spécifique qui est lié. Et en général, les principes de reporting sont plutôt légers. Bien entendu, comme tout projet européen, le double financement est interdit, donc vous ne pouvez pas faire financer la même action par deux financements publics. Et étant donné que chaque projet principal gère ses propres sous-appels, il est important de bien lire ce qu'on appelle les guides for applicants, les guides du candidat, qui détaillent à chaque fois les critères d'éligibilité, les montants des subventions, les modes de candidature. Et n'hésitez pas également à contacter les partenaires du projet financeur pour avoir plus d'informations. Donc, nous faisons régulièrement le relais de ces appels. Nous faisons une revue exhaustive tous les trimestres. Donc, si vous avez un besoin particulier pour un financement de petits projets par ces dispositifs en cascade, n'hésitez pas aussi à venir vers nous afin de pouvoir identifier les meilleurs appels qui existent dans le trimestre à venir. Donc pour cette session trimestrielle, on a identifié, je crois, une douzaine d'appels que je vais vous présenter ici même sur des thèmes très variés. Donc, on trouve tout d'abord l'appel DAI Age, qui est en fait un programme d'échange vers des organismes de recherche sur le thème de l'IA. Donc, l'idée, en fait, est de réaliser pour des doctorants ou des chercheurs une visite de 7 mois vers un organisme d'accueil qui appartient au projet DAI Age afin de réaliser un projet de recherche commun qui permette d'avoir des avancées significatives dans le domaine de l'IA et pouvoir aboutir à une publication scientifique. Donc, les candidats peuvent être des personnes individuelles ou bien d'autres laboratoires ou d'autres universités ou bien des PME qui délèguent donc un chercheur ou un doctorant de leur équipe. Et les organismes, le financement est donc de 60 000 € maximum pour le doctorant ou le chercheur ou l'entreprise à laquelle il appartient, pour une durée maximale de 7 mois. Et vous avez ici la liste de tous les organismes d'accueil en Espagne, en France, au CNRS La Sorbonne et à l'INRIAD Sophia Antipolis, mais également en Suisse, en Suède, en Allemagne, en Irlande, en Bulgarie, en Belgique, en Italie et en Grèce. Et donc, la date limite de candidature est fixée au 31 octobre. Ensuite, petit financement disponible par l'appel à projet Résiste, qui fournit en fait une subvention pour faire appel à un expert dans le domaine de la transition numérique et écologique des entreprises du domaine de la mobilité, du transport et de l'automobile et également les entreprises du numérique qui y sont rattachées.
Donc ici, il y a des subventions de l'ordre de 4 000 € ou bien de 7 500 € pour faire appel à un expert extérieur pour des actions d'études de faisabilité ou de système d'évaluation. Donc la deadline au 1er novembre. Ensuite, on passe sur un tout autre sujet, 5G et 6G, avec l'appel à projet 6G Pass. L'appel à projet permet donc à des PME, des startups, des organismes de recherche ou des opérateurs télécoms de candidater individuellement ou par consortium de 2 partenaires maximum afin de pouvoir travailler sur le déploiement de l'infrastructure. Donc, c'est-à-dire que le projet 6G Pass financera des applications qui permettent le développement et l'intégration d'une infrastructure de réseau 5G, 6G mise à disposition pour tester et valider des services ou des applications dans ces secteurs-là, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation, des villes intelligentes, Smart City et de l'agriculture. Donc, il y a un financement jusqu'à 300 000 € pour ce qu'on appelle les projets de type Track A et jusqu'à 60 000 € pour les projets de type Track B, avec en plus une action d'accompagnement et de mentorat durant les 12 mois d'accompagnement. Et ici, la deadline est au 21 novembre. Ensuite, vous trouvez l'appel à projet Ready to Scale. Donc ici, c'est un programme d'accélération pour les startups du numérique et de la deep tech, ayant déjà levé des fonds privés ou publics, donc dans des domaines assez larges, IA, machine learning, nanotechnologie, big data, blockchain, robotics, à la fois hardware et software, e-santé, IA et photonique. Et donc, pour les entreprises sélectionnées, au sein de ce programme d'accélération, cela est couplé avec une subvention allant jusqu'à 60 000 € par projet et donc une candidature jusqu'au 30 novembre. Ensuite, un mot sur un appel qu'on présente à chaque fois, puisque ici, le pôle SIS y est impliqué, c'est l'appel à projet Silicon Eurocluster pour la transition écologique des PME de l'électronique et les technologies numériques associées. J'y reviendrai juste après de façon un peu plus détaillée sur un slide spécifique. Ensuite, on change de sujet et on peut passer au thème de l'agriculture avec l'appel à projet Open Agri, qui se concentre donc sur des solutions numériques pour l'agriculture type RFID, IoT, AI, machine learning, cloud, etc. Et l'idée ici est de former un consortium composé de 2 entités, donc à la fois une entité fournisseur de services numériques appliqués à l'agriculture, donc ça peut être une PME, une université, un organisme de recherche, qui s'associe avec un utilisateur final, type une structure agricole, une entreprise de production agricole, etc., afin de pouvoir développer une solution numérique qui correspond à différents challenges tels que la détection de maladies, la surveillance du comportement animal, l'automatisation et la robotisation agricole, la gestion intelligente de la fertilisation, la gestion de l'exploitation agricole. Et donc, c'est un financement forfaitaire par subvention jusqu'à 100 000 € par projet, plafonné à 160 000 € par entité participante, avec une date limite de candidature au 2 décembre. Ensuite, sur un autre sujet, il y a l'appel à projet Talos dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. Et ici, l'objectif est de développer des solutions robotiques et d'IA et de big data pour ce secteur-là. Donc, les cibles sont des PME et des startups fournisseurs de solutions technologiques dans le domaine de l'IA, de la big data et de la robotique pour le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. Et donc, les lauréats pourront bénéficier d'un programme d'accompagnement d'assistance technique de 9 mois, ainsi qu'une subvention jusqu'à 200 000 € pour les startups et jusqu'à 140 000 € pour les PME, afin de pouvoir répondre à divers challenges, à la fois pour le photovoltaïque flottant, le photovoltaïque terrestre et le photovoltaïque appliqué à l'agriculture. Et vous voyez ici les 6 sujets prédéfinis et 19 challenges plus précis sont à répondre. Et les candidatures sont attendues avant le 3 décembre prochain. Ensuite, on revient sur le sujet connectivité 5G avec l'appel à projet FIDAL, Beyond 5G. Donc ici, l'appel à projet s'adresse à la fois à des PME, des startups, des acteurs de la recherche ou toute autre entité qui fait des infrastructures liées à la 5G. Et les candidatures peuvent se faire en individuel ou bien en consortium. Le financement proposé est une subvention jusqu'à 150 000 € pour des projets monopartenaires et 250 000 € pour des projets collaboratifs sur une durée de 9 mois.
Et les projets doivent donc proposer des cas d'usage liés à la 5G dans les domaines des médias, du divertissement, des services d'urgence et de ce qu'on appelle les services également critiques. Et la candidature est attendue avant le 10 décembre. Ensuite, on passe sur le thème IA avec l'appel à projet AI Radio 5.0 qui recherche en fait des solutions Edge AI pour le secteur manufacturier et l'industrie 5.0. Donc, la cible, et ce sont des PME manufacturières, mais ça peut également être intéressant pour des entreprises numériques qui auraient ce type de clients-là, avec une subvention allant jusqu'à 60 000 € sur 2 sujets, Edge AI et ensuite Industrie 5.0, avec des candidatures avant le 16 décembre. Ensuite, on revient sur le thème de la connectivité avec l'appel à projet 6G BRICS qui vise le déploiement d'expériences tierces en 6G. Sur la base de l'infrastructure expérimentale 6G BRICS qui est développée par les partenaires du projet 6G BRICS. Donc ici, 6G BRICS financera des consortiums composés de 2 entités, donc PME, grandes entreprises ou RTO, avec une subvention forfaitaire jusqu'à 120 000 € par projet, donc plafonné à 60 000 € par entité. Et l'idée, en fait, est de développer des applications verticales sur divers domaines que vous pouvez voir ici, afin de pouvoir valider le banc d'essai 6G BRICS en termes de caractéristiques techniques telles que le débit, la latence, l'efficacité spectrale, la précision de localisation, la couverture, etc. La deadline est fixée au 23 décembre. Néanmoins, il est nécessaire de faire contrôler la faisabilité du projet par le consortium 6G BRICS avant le 15 novembre. Ensuite, petit soutien financier également par le projet Resist dans le cas où des PME, des TPE et des startups du domaine de la mobilité, du transport et de l'automobile souhaitent participer à des actions internationales, donc notamment des salons, des conférences, des actions de matchmaking, donc au-delà de l'Union européenne. Et ici, le projet Resist propose une aide de jusqu'à 2 000 € par entreprise avec 2 dates de relève, le 8 août, le 8 novembre et le 20 décembre. Et enfin, pour terminer cette revue d'appel à projet Cascade Funding, l'appel Farmtopia, qui couvre également les thématiques de solutions numériques agricoles comme l'appel à projet présenté juste précédemment. Ce sont des thématiques numériques type IoT, observation de la Terre, capteurs, IA et système d'aide à la décision. Ici, le financement va jusqu'à 100 000 € pour un consortium composé d'une PME numérique qui s'associe à une entreprise type ferme agricole de petite ou de moyenne taille pour un projet de déploiement pilote en conditions réelles avec un TRL d'au moins 6. Et la deadline est en tout début 2025, donc le 7 janvier. Voilà. Vous aurez toutes les informations précises avec les liens dans les slides qui vous seront communiqués juste après le webinaire. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure également, le pôle SCS est impliqué dans le projet Silicon Eurocluster, donc qui est un projet financé par la Commission européenne, qui regroupe 10 partenaires clusters de 9 pays différents dont le pôle SCS fait partie. Et ces partenaires se connaissent bien puisqu'on est tous en fait membres de l'Alliance Silicon Europe depuis plus de 10 ans. L'appel à projet des Green Vouchers a été lancé en 2024 et l'idée est de fournir 25 tickets de financement à hauteur de 3 600 € chacun pour financer l'accompagnement de PME européennes dans le domaine de l'électronique à la transition écologique. Donc, ces tickets de 3 600 € permettent de financer des prestations réalisées à 100% par des experts externes et peuvent également venir en complément d'un financement déjà existant qui ne financerait pas la totalité de la prestation. Donc, ça peut être par exemple des domaines d'action tels que un bilan carbone, des actions de formation interne à l'entreprise, des études liées à l'économie circulaire, des analyses de cycle de vie, des études d'éco-conception, des études liées à la gestion des déchets, par exemple, des actions de sensibilisation, etc., qui seraient menées par des prestataires extérieurs. Donc, l'appel aux PME est actuellement ouvert au fil de l'eau.
avec une candidature possible jusqu'à la fin du mois de novembre. Il reste encore quelques tickets de financement parmi les 25. Donc, je vous incite vraiment, si c'est intéressé, à candidater dès que possible. Nous pouvons vous mettre en relation avec des experts et des consultants, si vous n'en avez pas, afin qu'ils puissent vous préparer un devis pour répondre à cet appel à projet. Voilà pour le financement en cascade. Passons maintenant au programme Horizon Europe, où les choses vont être assez rapides puisque la plupart des projets ont été, la plupart des appels ont déjà été lancés, voire clos pour l'année 2024. Donc, pour rappel, le programme Horizon Europe, le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, donc pour la période 2021-2027. Donc, on arrive maintenant à un peu plus de mi-chemin de cette période-là. Donc, c'est le successeur du programme Horizon 2020 pour un budget global de 95,5 milliards d'euros. Et donc, la structure du programme Horizon Europe vise à pour ambition de fournir un support aux grandes politiques européennes. Vous avez la structure ici même en 4 piliers et les piliers qui nous intéressent le plus aujourd'hui sont les piliers 2 et les piliers 3. Le pilier 2 est dédié aux grands défis sociétaux qu'on appelle clusters au sein d'Horizon Europe. Donc, ce sont des programmes thématiques de recherche collaborative, avec en particulier le cluster 3, sécurité civile pour la sécurité, le cluster 4, numérique, industrie et espace, mais également le numérique peut être présent de façon transverse dans les autres clusters thématisés. Et également sur le pilier 3, on retrouve le Conseil européen de l'innovation et l'Institut européen d'innovation et de technologie dont je vais parler dans quelques instants. Les projets au sein du programme Horizon Europe sont la plupart du temps des projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux, d'une durée en général de 3 à 4 ans, avec des budgets qui sont en général de l'ordre de 2 millions, voire 4 à 5 millions en moyenne suivant les appels, donc avec une ambition assez importante et une notion collaborative qui est essentielle au sein de ces projets. Il faut compter en général de 6 à 12 mois entre l'ouverture de l'appel à projet et le démarrage contractuel des projets sélectionnés. Ce sont des appels à projets qui sont compétitifs, avec des taux de succès européens qui sont de l'ordre de 12%, un petit peu plus élevés pour la France. Donc, les conditions d'éligibilité et de participation sont celles que vous pouvez voir à l'écran. Donc, pour les appels que l'on appelle RIA, Action de recherche et d'innovation, avec des TRL plutôt bas en fin de projet, le taux de financement sont de 100% des coûts éligibles. Les projets d'IA, Action d'innovation, avec des TRL plus élevés en fin de projet, de 5 à 8, les taux de financement sont de 70% pour les entreprises privées et 70% pour les 70% pour les entreprises privées et 100% pour les autres types d'organismes type laboratoire et université. Et ensuite, pour les CSA, les actions d'accompagnement, les actions de soutien et de coordination, qui sont en général des actions d'accompagnement pour structurer une communauté ou bien pour préparer des actions complémentaires stratégiques de sensibilisation, de mise en réseau, etc. Le financement est à 100% des coûts éligibles. Les coûts indirects sont en général forfaitaires, à 25% des coûts directs. Et une condition d'éligibilité, sauf condition contrat dans l'appel, est la suivante, c'est avoir minimum 3 entités légales indépendantes établies dans 3 États membres ou États associés différents, dont au moins un des partenaires dans un des 27 États membres. Donc, il est important de bien lire à chaque fois les conditions spécifiques dans les cahiers des charges de chaque appel à projet. Voici l'aperçu de la situation actuelle des appels pour le calendrier 2023-2024. En fait, la Commission européenne publie les appels les programmes de travail de façon précise sur des tranches bisannuelles, donc sur l'année 2023-2024. Les appels sont clôturés dans de nombreux clusters. Néanmoins, il existe encore des appels ouverts dans le cluster 1 santé. Quand vous cliquerez sur le lien là, vous aurez accès directement au programme de travail et aux appels qui sont ouverts. Il y a également des appels ouverts dans le cluster numéro 2, notamment sur la thématique European Cloud for Cultural Heritage, la deadline au mois de janvier 2025. Les appels du cluster 3 sont toujours ouverts avec une deadline au 20 novembre, dont la thématique cybersécurité. Je ne reviendrai pas en détail cette fois-ci, on en avait largement parlé lors du webinaire précédent. Dans le cluster 4, numérique, industrie, espace, tous les appels sont actuellement clos pour 2024. Et il reste des appels dans le cluster 5, climat, énergie, mobilité, qui se clôt au mois de février. Donc, nous sommes actuellement en veille sur le programme de travail 2025-2026
qui est en cours d'élaboration. Donc, on n'hésitera pas à vous diffuser ces éléments-là dès qu'ils seront connus et publiés par la Commission européenne, normalement en fin d'année 2024. De façon générale, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à suivre de façon régulière le site web horizon-europe.gouv.fr mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français, et notamment par le réseau des PCN, des points de contact nationaux, qui est à la fois riche en actualités, riche en sessions d'information webinaires et également très à jour sur les appels à projets qui sont ouverts ou qui vont ouvrir prochainement. Vous avez de nombreuses actualités que vous pouvez consulter régulièrement, donc c'est vraiment une mine d'informations très intéressante. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué, au sein du 3e pilier d'Horizon Europe, on trouve l'EIC, donc le Conseil européen pour l'innovation, qui est un organe européen qui vise à accompagner l'émergence et la mise sur le marché d'innovation de rupture à fort impact sociétal et environnemental. Donc, il a pour but global d'améliorer la capacité d'innovation technologique de l'Europe et sa compétitivité face à la concurrence mondiale. Donc, l'EIC s'adresse à la fois à des chercheurs et à des entreprises qui développent des projets à très haut potentiel et également à très haut risque. Et donc, il offre des solutions de financement qui sont adaptées pour dérisquer les projets d'innovation et les accompagner dans leur maturation technologique. L'EIC soutient donc des projets qui ont un fort potentiel d'innovation, qui sont à très haut risque, à la fois risque scientifique et risque financier, et qui conduisent à des innovations qui sont radicalement différentes en termes de produits, de services ou de business model, donc ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Donc, il existe 3 outils, trois dispositifs, ce qu'on appelle l'EIC Pathfinder pour les TRL bas, l'EIC Transition et l'EIC Accélérateur pour les TRL les plus élevés. Donc, je vais vous parler de l'EIC Pathfinder et de l'EIC Accélérateur principalement. Donc, l'EIC Pathfinder fournit un financement pour les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche risqué avec un fort potentiel d'innovation de rupture. Donc, il se focalise sur les projets qui visent à explorer des domaines et des thématiques scientifiques de recherche qui seraient susceptibles de déboucher sur des technologies de pointe jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc, c'est un appel à projet collaboratif avec au minimum 3 entités indépendantes de 3 États membres associés, donc universités, organismes de recherche, PME, start-up, ETI, grands groupes. Et le consortium doit donc porter une vision convaincante et à long terme d'une technologie scientifique nouvelle qui peuvent avoir un véritable effet de transformation sur l'économie et sur la société de manière ambitieuse, en ayant à terme comme objectif de générer un produit, un service ou bien un process qui pourrait être porté par une spin-off. Donc, on est sur des TRL bas, TRL 1, 2, voire jusqu'à TRL 4. Et le financement est un financement de type RIA, donc en subvention, à 100% des coûts éligibles. Avec un budget de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc, il existe à la fois des appels dits open, donc sans thématique particulière, et des appels challenge qui sont publiés chaque année. Les appels à projet challenge sont quasiment pour demain matin, la deadline est le 16 octobre. Et sur les appels à projet open, en général, il y a 1 à 2 dates de relève par an. La prochaine devant arriver pour le printemps 2025. On attend de connaître le calendrier de l'EIC pour 2025 avant pour vous publier les dates précises de la prochaine date de relève de l'EIC Pathfinder. Ensuite, à l'autre bout de l'échelle des TRL, on trouve l'EIC Accélérateur, donc qui pour une fois est un appel à projet monopartenaire, ce qui est assez rare sur les financements européens. Donc l'EIC Accélérateur finance en fait les derniers stades de la recherche jusqu'à la pénétration sur le marché. L'objectif est de soutenir les startups et les PME les plus prometteuses dans le déploiement d'innovations de nature radicale et de rupture sur leur marché, jusqu'à ce qu'elles atteignent une phase de développement suffisamment attractive pour les investisseurs privés. Donc, l'appel s'adresse à des startups, des PME, voire certaines conditions des ETI de moins de 500 salariés, qui développent des innovations dans tout domaine scientifique ou technologique.
Il est particulièrement intéressant pour des innovations qui sont trop risquées pour que les investisseurs privés puissent y investir seuls et qui nécessitent un financement important sur toute la longueur. La particularité de l'EIC Accélérateur est de proposer un mode de financement mixte avec à la fois un financement en subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros pour couvrir le TRL jusqu'au TRL 8, un taux de financement de 70%, et également combiné à un financement par prise de participation au capital de l'EIC en tant que structure, au capital de la société, par ce qu'on appelle un capital, une prise de participation minoritaire et silencieuse jusqu'à ce que le projet et l'entreprise intéressent des investisseurs privés. Donc, la prise de participation en investissement va de 500 000 à 15 millions d'euros en capital ou quasi-capital pour moins de 25% des actions avec un droit de vote, ce qu'on appelle un investissement patient. Il existe un appel à projet open pour toutes les thématiques ou bien des appels à projet challenge, comme indiqué précédemment, sur des challenges prédéfinis pour chaque année. Donc, on est en attente pour l'instant de connaître les challenges pour l'année 2025. La candidature se fait en 3 étapes, avec tout d'abord ce qu'on appelle un pré-filtre. L'étape 1, avec un dossier assez léger à déposer, avec pitch deck et vidéo. Une fois que, si vous passez la première étape, vous êtes ensuite invité à déposer une proposition complète, qui est très exhaustive, qui demande autant d'investissement qu'un dossier à déposer pour une levée de fonds, par exemple. Et si vous faites partie des chanceux qui passent cette étape, vous êtes ensuite invité à l'étape finale d'audition devant jury. Il y a des règles pour éviter les resoumissions trop fréquentes. Donc, si vous échouez plusieurs fois, vous ne pouvez pas non plus recandidater plusieurs fois dans les années à venir. Le dépôt du dossier du pré-filtre, donc la phase 1, s'effectue au fil de l'eau. Il n'y a pas de deadline particulière et les évaluations se font sous 4 semaines. Et ensuite, si vous passez cette première étape, vous êtes invité à déposer un dossier à l'étape numéro 2 avec des dates de relève au cours de l'année. En général, il y a 2 dates par an, en mars et en octobre, et on attend effectivement le calendrier 2025 également. À noter que les PCN, donc le réseau PCN des points de contact nationaux du MESR, organise le 14 octobre un webinaire d'information sur l'étape 1, ce qu'on appelle la short proposal, afin de pouvoir répondre à vos questions auprès des experts PCN qui connaissent très bien le sujet. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et je vous rappelle également que la région Sud, donc pour les entreprises dont leur siège est en région Sud, la région Sud propose un dispositif d'accompagnement qui s'appelle l'AFE-PME, avec une prise en charge de l'intervention d'un consultant sélectionné par la région pour le montage de dossiers à l'EIC Accélérateur. Donc, vous pouvez également contacter la région Sud ou bien le pôle SCS si ces dispositifs vous intéressent. Voilà pour l'EIC. Ensuite, je voulais vous évoquer également les appels à projets Eureka. Donc en fait, Eureka, alors c'est un label un peu particulier. Donc Eureka octroie en fait un label aux bénéficiaires pour favoriser leur accès aux financements nationaux pour leurs projets de recherche, leurs projets de développement ou d'innovation. Donc c'est à la fois un mix entre des projets nationaux et un projet européen et un financement national. Eureka n'octroie pas directement de financement. Chaque pays finance directement ses propres lauréats Eureka selon les modalités nationales propres. Donc, c'est un dispositif qui est pertinent pour les entreprises type PME et ETI qui veulent développer leur croissance à l'international, qui souhaitent également déployer un projet d'excellence académique à portée internationale et pour toute entité type PME ETI qui souhaite diversifier son offre via une collaboration technologique. Donc, le label Eureka est octroyé à des consortiums qui sont composés au moins de 2 partenaires minimum de 2 pays appartenant au label Eureka. Aucune entité ne peut porter plus de 70% du budget total. Et donc, en France, les entités éligibles sont les PME, les ETI de moins de 2000 salariés et également les universités laboratoires implémentées en France. Les sujets sont en général ouverts ou bien en fonction des appels et donc doivent porter sur une action de R&D collaborative pour le développement d'un nouveau procédé, d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, avec vraiment une orientation marché importante, avec un potentiel de commercialisation.
Donc, pour la France, les partenaires français sont financés par BPI France. Ensuite, si vous avez par exemple un partenaire allemand, il sera financé par l'équivalent de BPI en Allemagne. Le financement de BPI France est en général sous la forme de l'avance innovation ou bien d'un prêt innovation R&D de 50 000 € à 3 millions d'euros. Il y a actuellement donc 4 types d'appels à projets ouverts, donc ce qu'on appelle l'appel à projet Résilience, Response and Recovery, sur le thème de la gestion des catastrophes, avec une deadline au 31 octobre. Et vous voyez ici même les pays éligibles, dont la France fait partie. Ensuite, vous trouvez l'appel à projet France-Allemagne qui est ouvert. Donc là, vous pouvez monter un consortium entre des entités françaises et des entités allemandes. Une deadline au 5 novembre. La même chose existe entre la France et l'Espagne avec une deadline au 29 novembre, notamment sur les thématiques mobilité, transport, véhicules autonomes, agroalimentaire et santé. Mais ça peut être ouvert également dans d'autres sujets. Il existe également un appel à projet France-Japon avec une deadline au 4 décembre. Et une plateforme existe pour éventuellement trouver des partenaires au Japon, ce qu'on appelle la Virtual Marketplace, dont vous trouverez le lien ici même. Voilà pour les appels à projet Eureka. Ensuite, je voulais vous parler également de l'EIT Digital. Donc, l'EIT Digital est l'une des entités qui appartient au pilier 3 du programme Horizon Europe. Donc, en fait, c'est une structure qui rassemble un écosystème de plus de 300 partenaires qui proviennent de tout domaine du numérique. Et l'EIT Digital a ouvert en fait ce qu'on appelle l'Open Innovation Factory, qui est ouvert jusqu'au 21 octobre 2024. Donc, qui a pour objectif de fournir un soutien financier, un accompagnement à des startups qui ont été créées donc après le 1er janvier 2020 et qui cherchent à cofinancer jusqu'à 400 000 € un projet de façon assez rapide, donc sur le premier semestre 2025, développé en partenariat avec une autre entité, donc type université, institut de recherche, entreprise ou start-up, situé au moins dans un autre pays européen éligible. Donc les sujets de prédilection sont la deep tech, l'IA, la cybersécurité, le quantique, et s'appliquent en fait à l'industrie, à la finance, au marché du bien-être et de la santé digitale, aux villes intelligentes et au domaine de la tech en général. Donc, les propositions sélectionnées recevront un soutien financier de la part de l'EIT Digital et seront intégrées donc dans l'écosystème global de l'EIT Digital. Donc, le soutien financier va jusqu'à 400 000 €, je vous en ai parlé. Et le cofinancement doit être au moins de 50% pour les lauréats. Donc, les autres 50% sont à apporter par l'entreprise. Plusieurs services d'accompagnement sont également proposés. Et un modèle d'octroi de capitaux propres est également demandé par l'EIT Digital, sur laquelle l'EIT Digital reçoit des capitaux propres dans l'entreprise en contrepartie de l'accompagnement financier à hauteur de 5,5 jusqu'à 12%. La date de limite de candidature est fixée au 21 octobre 2024. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi et je peux vous mettre en lien avec la représentante française de l'EIT Digital. Ensuite, pour terminer et pour voir un petit peu plus loin que les frontières de l'Europe, on voulait aussi vous mettre l'accent sur un dispositif qui est proposé par la Commission européenne pour la mise en place de missions internationales à destination du Japon et de la Corée du Sud dans le cadre du projet européen EU Business Hub. Donc, en fait, ce projet européen a pour objectif de mettre en place 20 missions business vers le Japon et vers la Corée entre 2024 et 2027, donc 10 missions par pays, afin de permettre à 50 entreprises par mission de pouvoir pénétrer ce marché-là et établir des connexions B2B avec les marchés au Japon et en Corée. Les missions durent en moyenne 5 jours et se focalisent sur 3 thématiques, donc les technologies vertes et à faible émission, le domaine du numérique solutions digitales et ensuite la thématique des soins et des équipements médicaux. Donc, le projet EU Business Hub, en fait, conçoit de A à Z les missions avec un programme détaillé pour les 5 jours qui comprend à la fois des sessions d'information, des visites d'entreprises et de sites au Japon ou en Corée, la participation à un événement type salon du secteur
et ensuite de la mise en place de rendez-vous B2B personnalisés selon vos besoins. Donc, le projet EU Business Hub propose prend en charge les frais d'organisation de la mission et les frais de logistique, cofinance jusqu'à 1 000 € les frais d'hébergement hôtelier et cofinance une partie des frais personnalisés si on avait besoin en termes par exemple de traduction, de frais juridiques sur place, etc. Donc, les missions sont réservées aux PME et aux startups, donc PME de plus de 5 ans ou startups depuis 3 ans dans les domaines précités. Donc, 3 missions sont actuellement en cours d'organisation. Donc, une au Japon dans le domaine de la Smart Energy, dans le cadre de la Smart Energy Week Spring, donc en février. Les candidatures sont jusqu'au 13 janvier. Ensuite, une en République de Corée, en Corée du Sud, dans le domaine de la santé, des équipements médicaux, dans le cadre d'un salon au mois de mars. Donc, les candidatures sont jusqu'au 8 novembre. Et ensuite, une autre mission dans le cadre de la Japan IT Week au printemps 2025, donc en avril 2025. Et ici, les candidatures sont admises jusqu'au 13 janvier. J'ai inversé, donc c'est 13 janvier pour le Japon et pour le Japon pour la partie énergie, la date limite de candidature est au 25 octobre. Pardon. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et vous pouvez également trouver plus d'informations avec le site web ici même de l'initiative. Je voulais terminer sur 2 petites actualités. Donc, sachez que la Commission européenne est en train actuellement de lancer une grande enquête dans le cadre de l'initiative STEP. Cette enquête a pour objectif, devrait permettre à la Commission européenne de pouvoir préparer les programmes des futurs commissaires, également de pouvoir préparer le prochain cadre financier pluriannuel, et également de pouvoir sensibiliser les 14 directions générales de la Commission européenne sur les éventuelles difficultés rencontrées par les acteurs du terrain dans leur quête de financement public européen. Donc, si vous avez déjà participé à des financements européens ou si vous avez déjà eu des difficultés par rapport à ce sujet, vous pouvez remonter ces points-là via cette enquête-là. Vous trouverez le lien également dans les slides. Et puis, quelques éléments sur un événement qui est organisé par notre partenaire, le cluster allemand Smart System Hub, basé à Dresde en Allemagne, qui a son événement phare qui s'appelle Hub Disrupt, qui va avoir lieu au mois de novembre. Sur des thèmes liés à l'automatisation, l'IA et l'IoT. Donc, un gros événement sur l'écosystème saxon, de la Saxe allemande, avec plus de 350 participants. Et comme nous sommes partenaires, nous avons éventuellement des entrées que l'on peut partager si cela vous intéresse. Voilà, pour terminer ce webinaire, comme je le fais à chaque fois, je vous rappelle qu'on est associé à d'autres clusters, à d'autres pôles homologues ou d'autres pôles dans des domaines industriels spécifiques partout en Europe. Donc, nous sommes au sein d'un réseau européen à la fois dense et actif que l'on est en mesure d'activer si vous avez des recherches de partenaires à mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir vos besoins de ce côté-là. Ça passe également par les relais que l'on peut avoir au sein du réseau Silicon Europe dans le domaine de l'électronique et dans le domaine de la sécurité et sûreté via le réseau Azure Collaborative. Donc, nous sommes en mesure d'activer ce réseau-là pour vos recherches de partenaires. Et ensuite, je vous rappelle l'offre d'accompagnement permanente que l'on a au sein du pôle SCS pour nos membres sur toutes les phases de préparation et de dépôt de proposition de projet, donc depuis la phase de qualification, d'orientation, de veille, jusqu'à la phase de relecture de vos dossiers. Nous sommes là également pour vous accompagner. Donc, vous avez mes coordonnées ici même si cela vous intéresse. Voilà. C'est tout pour ma partie européenne. Je crois qu'on est dans les temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Nadira. Si c'est le cas, je peux les prendre maintenant. Sinon, vous pouvez me les envoyer. Oui, pas de questions. Pardon, Marielle. Je te laisse continuer. J'ai terminé, voilà. D'accord. Donc, pas de questions pour le moment. Effectivement, s'il y a des questions pour Marielle sur la partie projet européen, n'hésitez pas à la contacter directement sur son mail. Gérard, si tu es toujours en ligne, je t'invite à réactiver ton micro. Nous avons des questions sur la partie projet français. Oui, vous m'entendez? Alors, la première question concerne l'activité sur ces appels à projets
doit-elle être réalisée en France, tout ce qui concerne R&D, ou est-ce que l'activité peut être réalisée à l'étranger? Alors, si la notion d'activité, c'est les travaux à mener et il y a de l'écho, excusez-moi. Si les travaux à mener de R&D sont effectivement à faire en France. Après l'activité, je ne sais pas ce que ça signifie, mais si c'est une activité commerciale à l'étranger, il n'y a aucun problème. Toutes les activités business sont acceptées. La seule différence, c'est que l'aide publique est faite pour de la création de valeur sur le territoire. Donc, ça veut dire que tous les travaux de R&D sont faits en France. Très bien. Une dernière question concernant les délais d'obtention des premiers fonds sur un pays A4, par exemple, sur la région Occitanie. Donc, ça veut dire sur les projets innovation région. Bon, l'ordre d'idée qu'on a, c'est que c'est à peu près 3 mois à partir du moment où vous avez déposé votre dossier, que vous avez une signification, on va dire, positive. En général, si c'est négatif, vous pouvez avoir l'information beaucoup plus tôt, et notamment sur les appels à projets nationaux, si vous n'êtes pas, ou si vous êtes écarté, vous le savez assez rapidement. Après, pour les projets sélectionnés, bon, en région, c'est plutôt de l'ordre de 3 mois. Après, au niveau national, ça peut être entre 3 et 6 mois. Ça va un petit peu dépendre de l'appel à projet. Très bien. Merci à toi. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les participants. Nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre attention en espérant avoir pu vous éclairer sur l'ensemble des dispositifs. Alors effectivement, les dispositifs sur lesquels le pôle SCS accompagne sont vraiment très, très riches. Il y a quand même une très grande diversité, donc ça peut faire peur un petit peu à premier abord. N'hésitez pas à nous contacter. Notre rôle est aussi de vous accompagner à flécher le bon dispositif. Donc Marielle Campanella et moi-même sommes là pour vous aider sur ce point. Nous restons à votre écoute si vous avez des questions. Les mails vont partir assez rapidement d'ici la fin d'après-midi. Le replay devrait être disponible rapidement également sur notre site web. Et je vous remercie également par avance pour votre contribution à l'enquête qui va s'afficher à votre écran. Très bonne fin de journée à tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.